Bonjour, bienvenue pour un nouveau numéro de Portrait chinois. Aujourd'hui, un portrait chinois en forme de success story avec notre invité Thierry Théa, qui est businessman, on va dire, entre l'Europe, l'Asie du Sud-Est, et Thierry Théa qui est un homme d'affaires franco-cambodgien de nationalité, mais d'origine Teochew. Alors comme vous avez, malgré votre jeune âge, 38 ans, vous avez une bio déjà bien remplie, ce que je vous propose, c'est qu'on serve justement un petit peu de votre parcours et de votre bio pour faire un fil rouge sur cette émission. Comme ça, on sera sûr de rien oublier de votre carrière déjà bien remplie. Alors, donc, vous, comme je le disais, vous êtes né en 80, puisque vous avez 38 ans. Vous êtes né en France. Oui. Alors, vous êtes homme d'affaires, mais vos parents aussi au Cambodge étaient dans les affaires, puisque votre maman, je crois, était dans le vélo, comme on peut dire. Elle fabriquait des vélos. Elle avait une fabrique de vélos, une usine qui fabriquait des vélos, c'est ça? Oui, mes grands-parents, en fait. Mes grands-parents maternels. D'accord. Donc, votre maman a pris la suite? Non, en fait, ils ont pu. Mes parents, en fait, sont venus en France pour étudier un petit peu avant la chute de Phnom Penh. Donc, ils sont arrivés en 73, côté maman et côté de mon père également, pour venir étudier parce que ma tante. Enfin, ma mère, sa grande sœur et mon père, sa grande sœur, étaient déjà en France. Ma tante du côté paternel étudiait la médecine à Montpellier. Elle était arrivée en 68 déjà. Et puis, elle a même connu mai 68. D'accord. Donc, elle a connu plusieurs révolutions, hélas. Oui. Exactement. Et puis, ma mère, sa grande sœur, elle faisait des études d'ingénierie, donc pour être ingénieure en informatique en France aussi. Donc, ils sont venus tous les deux. Donc, en 73, d'ailleurs, c'est l'époque de la grande vague d'immigration de Teochew en France, du fait des événements en Asie du Sud-Est, puisque, comme on le sait, beaucoup de Teochew n'étaient déjà plus en Chine continentale, mais avaient migré au Vietnam, au Laos, au Cambodge, puis certains en Thaïlande également. Alors, votre papa, lui, était dans la farine. C'est ça. Donc, en fait, du côté paternel, l'activité était dans la farine, tapioca, etc. Et c'était aussi une des grosses sociétés du pays. Et c'était son grand frère qui était un des leaders de l'industrie, de l'activité du commercial à Phnom Penh avant qu'il vienne en France. Voilà, et donc comme beaucoup de Teochew et comme vos parents, vous avez un peu le virus aussi des affaires, c'est ça? C'est dans l'ADN culturel et familial? Oui, alors en fait, il se trouve que moi, j'ai toujours voulu avoir mon activité, j'ai toujours voulu avoir mon entreprise, et ça depuis tout petit. C'est vrai que j'entendais les histoires de nos grands-parents, des success stories de l'époque, des success stories de l'époque, quand ils disent oui, on avait telle activité. Donc je pense que ça m'a inconsciemment influencé. Par contre, je voulais aussi pouvoir travailler dans une grosse multinationale, si possible française, ou en tout cas européenne, avant de me lancer. Donc c'était un petit peu le cheminement que j'avais déjà en tête. D'accord. Bon, alors là, c'est le côté un petit peu triste, mais peut-être un petit peu aussi fondateur de votre bio et de votre vie, tout simplement. C'est que donc vos parents, donc il y a la révolution des Khmers rouges au Cambodge, pendant que vos parents sont en France, et du coup ils perdent tout, famille, biens, etc. Et du coup ils se retrouvent en France, mais avec une condition plus que modeste. Oui. Précaire même. Précaire, oui, c'est-à-dire que votre papa fait la plonge dans un restaurant, votre maman fait des ménages. C'est ça, oui. Donc, est-ce que déjà vous aviez, vous, l'envie d'entreprendre, mais est-ce que le fait de découvrir aussi le passé de vos parents et le fait qu'ils aient tout perdu, est-ce qu'il n'y a pas aussi une revanche à prendre sur la vie qui vous a boosté un petit peu Oui, bien sûr. C'est vrai que j'ai toujours voulu redorer un peu le blason familial. Mes parents se sont sacrifiés parce que c'est vrai que ils nous ont eu, nous, moi et mon frère. Et donc, ma mère, à un moment, elle était également dans la couture. Elle a arrêté pour pouvoir déjà accoucher, etc. Et puis ensuite, venir nous chercher à l'école, s'occuper de nous. Et puis, ça a été un petit peu mieux quand mes grands-parents sont arrivés en France après la guerre. Donc, effectivement,
parce qu'ils étaient dans des camps de réfugiés, etc. D'accord, oui, vos parents, eux, ont survécu à la guerre, mais il y a une partie de votre famille qui est là. C'est ça, mes grands-parents côté maternel. Côté paternel, effectivement, ils sont morts pendant la guerre, et côté maternel, mes grands-parents ont pu s'échapper, sortir, etc. Et donc, quand ils sont venus, mes parents ont pu un peu reprendre un travail plus, je dirais, normal. Et en fait, bon, finalement, ils ont comme beaucoup de... Bon, on n'est pas tout seul dans ce cas-là, et il y a eu beaucoup de personnes dans le même cas. J'ai beaucoup d'amis qui ont eu le même cas également. Mais eux, ils ont choisi de prendre entre guillemets, des emplois, je dirais, français, mais… d'urgence, quoi, voilà. Donc, ils ont travaillé finalement, après avoir fait taxi, restauration, etc., usine également. Finalement, ils ont travaillé à la Mutuelle Générale, et puis c'était des emplois, je dirais, très occidentaux quelque part. Ils n'ont pas fait de commerce, ils n'ont pas fait de restauration ou de… Des emplois alimentaires, c'est ça. Voilà, des emplois alimentaires, un statut, etc. Une dignité à la famille, comme on l'avait au Cambodge. D'ailleurs, c'est l'occasion, puisqu'on parle de ça, de rappeler, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des génocides de l'histoire occidentale, mais bon, effectivement, la révolution des Khmers rouges, c'est 1,7 million de morts, c'est-à-dire 20% de la population de l'époque, ce qui est quand même assez important. Mais c'est vrai que quand ça se passe loin de Paris ou loin de l'Europe, on ne ressent pas. En général, puis même les médias en parlent assez peu, bien sûr. Ce qui est un petit peu dommage. Donc c'est effectivement l'occasion de rappeler que c'était effectivement ce qu'on peut vraiment appeler un génocide. Alors effectivement, donc un point un petit peu noir de l'histoire et de l'histoire de votre famille, qui est comme un booster pour vous. Alors comment est-ce que vous démarrez, parce que donc vous êtes le président de la société PhilJets Aero Charter, et donc qui dépend de votre groupe Negotia. Donc ça, c'est de l'aéronautique. Vous avez fait pratiquement toute votre carrière dans l'aéronautique. Qu'est-ce qui vous donne envie de démarrer dans ce domaine-là? Est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que c'était une passion? Alors, ce n'était pas une passion, puisque je connaissais rien à l'aéronautique avant d'y rentrer. C'est devenu je dirais, effectivement une passion. Mais en fait, j'ai eu ce cheminement. C'est vrai que j'étais pas très fort en maths quand j'étais jeune, donc être ingénieur. En fait, je voulais être soit architecte, ingénieur ou homme d'affaires, enfin commerçant. Et parce que c'est vrai que dans notre famille, on disait toujours que bon, c'était plus il y avait plus de fierté si on était docteur ou architecte, plus ou intellectuel. Les professions qui reluisent un peu plus que d'autres. Alors que les professions commerciales, au Cambodge en tout cas, ce que me disait mon père, tout le monde faisait ça. Et donc, mais moi, c'est vrai que, bon, déjà, j'étais pas très fort en maths, donc du coup, ingénieur, c'était pas trop possible. Et puis finalement, le cheminement a fait que j'ai voulu faire du commerce international. Donc j'ai fait un bac ES. J'ai réussi à avoir une mention. Dans notre classe, on a eu 100% de réussite au bac au lycée Claude Monet, donc dans le 13e. Finalement, je me suis inscrit à la Sorbonne. J'ai des amis qui sont partis en école de commerce à Negotia, d'ailleurs, ça s'appelait Negotia. D'où le nom de votre groupe aujourd'hui. Voilà, qu'on a repris, puisqu'ils ont fermé l'école, enfin, ils ont fusionné avec une autre école. Aujourd'hui, ça s'appelle Novantia, donc moi, j'ai repris le nom de Negotia pour le groupe. Et en fait, j'ai pris la filière commerce international, comme beaucoup de mes amis, même asiatiques du 13e ou qui sont aujourd'hui à l'étranger également. Et en fait, donc, j'ai fait un séjour aux États-Unis que j'avais adoré à l'époque. Ensuite, j'ai fait un séjour je pense, qui a été un pivot dans ma façon de penser, puisque ce séjour-là, je l'ai fait à Singapour. Et là, je me suis dit, j'ai envie d'être en Asie, j'ai envie de développer mon activité en Asie. Ensuite, j'ai fait un stage à Hong Kong, puis un stage à Shanghai. Donc de plus en plus, je dirais Singapour, c'est encore assez européen quelque part.
ou en tout cas occidentale. Et puis après, Hong Kong, on est de plus en plus chinois, et Shanghai, on est super chinois. Là, donc, on est voilà, dans le vrai. Et donc, et là, je voulais être en Chine. Vous êtes revenu progressivement à la Chine. C'est ça, exactement. Donc et là, je me suis dit, je veux être en Chine, je veux être en Asie, c'est où je veux m'épanouir professionnellement. Bon, il s'est trouvé que après mes stages, je suis rentré en France, et là, j'ai reçu une offre de stage par la société Airbus Hélicoptère. À l'époque, ça s'appelait encore Eurocopter. Et j'avais candidaté dans le groupe EADS. J'avais candidaté chez BNP, j'avais candidaté chez Philips. Et j'ai eu des propositions de CDI par Alors là, vous êtes plusieurs... jeune, vous avez quel âge? Vous avez une vingtaine d'années? J'avais 22 ans, ouais, voilà. Donc, j'ai eu pas mal de candidatures, enfin, pas mal de propositions de CDI. Et puis, bon, je discute avec la personne d'Eurocopter et bon, je me dis, je vais quand même aller au stage, enfin à l'entretien de stage. Et je devais parler avec le patron du secteur pétrolier. Et finalement, j'ai l'entretien avec le directeur commercial Chine. Et là, il m'explique ce qu'il fait, il me parle de la Chine, donc déjà, ça me parle. Et puis, il m'explique ce qu'il fait, qu'il vend des hélicoptères, etc. Je me dis, bon, j'ai envie de faire ça dans ma vie. Donc, je suis parti m'inscrire en DUG serbo-croate à la Sorbonne, parce que je n'étais plus étudiant, j'avais plus de convention de stage, et il fallait ça pour rentrer dans le groupe. Donc, je suis rentré en stage chez ADS. J'ai fait 6 mois de stage à Eurocopter, à La Courneuve. Et puis, j'ai tout de suite vu qu'il fallait que je parte à l'étranger. Sinon, j'aurais mis 50 ans avant de monter, étant donné que c'est très hiérarchisé. Donc, enfin, vous dites quelques années avant de monter. Ce que vous ne dites pas, c'est qu'avant de monter, vous montez sur la dernière marche du podium, puisque vous arrivez à 22 ans stagiaire chez Airbus Hélicoptères Philippines. À 27 ans, vous devenez le PDG. C'est ça. Alors, de la filiale aux Philippines. En fait, j'ai candidaté pour être VIE, donc c'est le volontariat international en entreprise. J'ai candidaté pour être VIE en Australie. Je me suis fait recaler parce qu'ils m'ont dit, oui, en fait, pour vendre des hélicoptères australiens, il faut être blanc, il faut avoir des cheveux blancs, etc. Et tu es asiatique, tu es jeune, c'est pas possible. Okay, donc j'ai candidaté pour être… Oui, c'est plus des profils ingénieurs que commerciaux en plus qu'on recherche pour ça en général. C'est ça. Donc, pour parler de ce qu'il y a dans le moteur, j'imagine. Exactement. Donc j'ai candidaté pour être VIE en Chine, puisque c'était là où je voulais être. Et pareil, ils m'ont dit, non, mais pour vendre des hélicoptères français à des Chinois, il faut être… pareil, blanc, avec les cheveux grisonnants, avoir un certain âge, etc. Donc, tu n'as pas le profil. Voilà, exactement. Et puis finalement, donc, je tapais à toutes les portes pour essayer d'avoir ce VIE. Et en discutant avec le directeur commercial aux Philippines, dans le cadre de ma recherche sur tout ce qui était pétrolier dans la région. Vous faites du réseautage beaucoup, j'imagine. Je fais du réseautage. En fait, je faisais une étude de marché pour la compétitivité du groupe dans la région Asie du Sud-Est et comment on pouvait gagner des parts de marché sur le segment pétrolier. Et donc, en fait, le directeur philippine m'a dit, écoute, moi, je veux partir en Thaïlande. Et donc, si tu viens, tu vas être mon assistant. Et si tu es bon, eh ben, écoute, peut-être que tu prendras ma place. Et donc là, j'ai dit, OK, je viens, je signe tout de suite. Finalement, ça n'a pas été si simple. On a dû convaincre le patron de Singapour parce que le VIE était sous Airbus Hélicoptères Singapour. Finalement, ça s'est fait. J'y suis allé. Les Philippines, je ne connaissais pas du tout. Je me suis dit, je pars pour 1 an et je reviens. Et puis, je vais essayer d'aller en Chine. Finalement, j'y suis resté 15 ans. Et puis, effectivement, il est parti au bout de 1 mois. Et là, moi, je devais vendre un hélicoptère, enfin, je devais vendre des hélicoptères. Et donc, je tapais à la porte de tous les prospects, tous les clients pour vendre un hélico. J'ai réussi à vendre mon premier hélicoptère, effectivement, j'avais 23 ans. J'étais encore en VIE et c'est comme ça que j'ai pu être embauché. Et la deuxième année, bon, moi, j'en ai vendu 6. Et puis ensuite, j'ai été promu, justement, président de la filiale locale, donc en charge des ventes, mais aussi de la maintenance, de la formation, voilà, de tous les services, etc. Et là, effectivement, j'avais 27 ans et j'étais le plus jeune patron de filiale du groupe à l'époque. Ouais. D'accord, donc oui, effectivement, enfin, je veux dire, tout s'accélère là, à cette période-là dans votre carrière. C'est vrai.
parce que c'est vrai que bon, aujourd'hui vous êtes à la tête d'un groupe important, vous êtes encore jeune, 38 ans, et c'était une des questions que je me posais. Quels sont les accélérateurs dans une vie professionnelle qui font qu'on arrive à aller vite comme ça Alors, je pense qu'en fait, bien sûr, la première vente était la plus dure. Puisque j'avais essayé, bon, j'y arrivais pas trop, puisque j'ai mis un petit peu de temps, mais finalement au bout de 6 mois, j'ai réussi à faire cette première vente qui m'a donné, je dirais, confiance dans mes capacités. Et puis c'est là où on se dit, bon, on peut tout faire. Et ça me tenait à cœur de le faire à 23 ans. Enfin, je voulais vraiment pas passer le cap. C'était juste avant que j'ai 24 ans. Donc, je me suis dit, j'ai encore 23 ans. Et puis finalement, oui, quand je suis passé… Vous n'attendez pas forcément à ce que ça aille aussi vite, quoi. Oui, après, en fait, je pensais, moi, dans mon plan de carrière, je pensais arriver au poste de patron de filiale 10 ans, 15 ans, 20 ans après. Oui, alors que c'est à 29 ans que vous prenez la direction du groupe Airbus, donc ex-EADS, pour toutes les Philippines. Et voilà, donc, c'est là que vous êtes le plus jeune dirigeant du groupe. Alors d'ailleurs, en 2011, vous avez reçu un prix assez prestigieux en Asie, puisque vous êtes le People of the Year du magazine People Asia. Oui, alors, comment ça se passe par rapport à vos parents qui ont beaucoup travaillé, qui se sont sacrifiés pour vous? Est-ce qu'il y a une vraie fierté ou est-ce que pour eux c'est normal, on a fait ce qu'il fallait donc, Non, je pense qu'effectivement mes parents ils sont fiers, mais vous savez dans la culture asiatique, on ne montre pas beaucoup les sentiments. On ne montre pas trop les sentiments, mais bon, autant je suis fier d'eux, autant ils sont fiers de moi et finalement on sait que… Moi, je sais d'où je viens, enfin, on sait d'où on vient et on sait aussi où on veut aller. Enfin, en tout cas, alors j'avais des rêves et en fait, le but, c'est de transformer ces rêves en objectifs et ensuite d'avoir la volonté pour atteindre les objectifs. Et en fait, on ne se donne pas forcément les objectifs à 20 ans tout de suite. Au début, c'est les objectifs à 2 ans, 3 ans, 4 ans, et puis de plus en plus, finalement, ils deviennent de plus en plus longs. Puisque quand j'ai pris la direction du groupe, je me suis occupé de la défense, je me suis occupé du spatial, et je me suis occupé des avions commerciaux. C'est une question que je voulais vous poser, parce que vous dites je vends des hélicoptères comme si on vendait des tomates ou des carottes. Pour vous, ça a l'air très simple. Qui achète des hélicoptères? À qui vend-on un hélicoptère? Parce que vous dites j'en ai vendu un, puis 6. Alors 6, ça ne me paraît pas beaucoup, si effectivement on compare à des tomates, comme je viens de le faire. Mais 6 hélicoptères, c'est énorme, parce qu'un hélicoptère, ça coûte très cher. Bien sûr. Alors, qui achète des hélicoptères? En fait, entre 2000 et 2004, la société n'avait vendu que 2 hélicoptères dans toute l'Asie du Sud-Est. Ah oui, donc nous, on arrivait dans une période, on sortait de la crise asiatique, qui était en 97-98, donc ça n'allait pas bien. Aux Philippines, il n'y avait pas eu de vente, une seulement dans cette période-là. Et donc moi, mon objectif, c'était de développer les parts de marché, de positionner le groupe. De réinstaller de prendre une place de leader sur le marché contre les concurrents américains, italiens, russes, etc. Et donc effectivement, moi, je voulais en vendre de plus en plus. Et donc la deuxième année, j'en ai vendu 6 et ensuite on en a vendu 10. Et puis, en fait, quand j'ai repris la filiale, elle perdait de l'argent, ils voulaient la fermer. C'est aussi pour ça que j'ai pu avoir cette opportunité, parce qu'ils se sont dit, bon, de toute façon, il est jeune, il ne coûte pas très cher. Bon, ok, on essaye 2 ans, et puis si ça ne marche pas, on fermera de toute façon. Et finalement, je suis resté 5 ans, on a doublé, triplé le chiffre d'affaires. On a augmenté les effectifs. Quand j'ai repris, c'était 20 personnes, c'était une petite filiale. On a fini, on était un peu plus de 50, un petit peu moins de 60. Et la filiale allait bien, donc elle gagnait de l'argent, etc. Et donc, qui achète des hélicoptères? Ce sont des grosses entreprises, ce sont aussi des tycoons, comme on dit en anglais, donc des hommes d'affaires qui possèdent des conglomérats. C'est assez classique en Asie. Donc, ce sont, on va dire, les Bernard Arnault, les François Pinault de la région. C'est le mode de déplacement. Vous êtes venu en hélicoptère à Mandarin TV, non? Pas aujourd'hui, c'est férié. Voilà, ça ne rendrait pas sur le parking. Alors, vous continuez dans le groupe Airbus, mais cette fois-ci, vous rentrez en France.
Donc à Paris, de quoi vous vous occupez en France? Alors en fait non. Ça c'était avant peut-être? C'était en fait je suis parce qu'en fait j'avais un contrat local, j'avais un contrat singapourien et puis je suis passé en contrat expatrié, donc CDI, expatriation. Donc c'est là où j'étais finalement on va dire un peu plus dans le groupe, mais je suis toujours resté en Asie. Et en fait, après avoir participé à la vente de 70 Airbus à la compagnie Philippine Airlines, on a pu faire venir. Alors j'étais aussi conseiller du commerce extérieur pour la France. Oui, ça c'est à 28 ans, donc assez jeune 28 ans, aussi. Ouais, c'est ça. Donc c'est le Premier ministre français qui vous nomme conseiller en commerce extérieur pour les Philippines, pour toute la région. En fait, il y a des comités. Donc j'ai été recommandé par le président du comité de l'époque. Et donc on est un groupe de conseillers. On conseille les ambassadeurs, les conseillers économiques français. Et on remet nos rapports de veille économique sur le pays, sur les activités, les opportunités pour la France. Et donc en 2012, quand on a signé les Airbus, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault est venu nous voir signer le contrat officiellement. Et puis, on a fait venir donc le président philippin en France, le président Aquino, et ensuite François Hollande, le président Hollande est venu aux Philippines avec Marion Cotillard et puis Nicolas Hulot, et ils ont fait les fameux accords sur l'environnement, qui vont préparer les accords de Paris. Donc parce qu'il y avait eu des typhons, etc. Parce qu'à cette époque-là, vous êtes aussi administrateur de la Chambre de commerce française des Philippines. Oui, ça c'était aussi dans le cadre. Vous savez, c'est une petite communauté, je dirais, les Français d'étrangers. Donc on a la chance et le privilège de passer par ces fonctions-là. Ces réseaux, ces filières. Les petits réseaux, etc. Et puis en fait, j'ai voulu partir du groupe, donc j'ai pris un congé création d'entreprise, donc 1 an plus 1 an renouvelable, pour créer ma structure. Parce qu'en fait, à cette époque-là, je commençais à me rapprocher déjà du Cambodge. Donc là, ça fait à peu près 10 ans que vous êtes dans le groupe Airbus à l'époque. Vous avez environ 31 ans. C'est ça. Donc là… je m'étais marié. Vous étiez marié, donc avec Linda Thea, votre épouse, qui était d'origine Teochew également. Oui. Donc d'ailleurs, vous l'avez rencontrée en France, vous l'avez rencontrée aux Philippines? Je l'ai rencontrée, elle était à Shanghai aussi. Elle était en stage à Shanghai, elle cherchait un VIE. Et finalement, elle a fait un VIE aussi chez Airbus Hélicoptère à Singapour. Ensuite, elle est partie au Gabon pour aider rejoindre l'entreprise de ses parents. Et on a décidé de finalement se rejoindre, enfin de se développer au Cambodge. Donc aujourd'hui, on a fait un projet de vie et également professionnel de développer nos activités au Cambodge. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de quitter le groupe. Pour créer un fonds d'investissement, une holding d'investissement. Je devais rejoindre un fonds d'investissement, ça ne s'est pas passé super bien avec le fondateur. Je suis allé voir mes clients pour voir s'ils voulaient investir dans le fonds. Ils m'ont dit mais pourquoi tu ne crées pas ta propre structure? Donc du coup j'ai créé Starline Global Industries à Singapour. Donc là qui est un fonds d'investissement. Qui est en fait une holding d'investissement. Oui. Parce que je me suis dit avant de faire investir les autres, je voulais apprendre à investir moi-même avec mon propre argent. Et donc, parce que effectivement, de par vos fonctions et de votre réussite commerciale, vous avez effectivement gagné de l'argent et donc vous n'hésitez pas à le réinvestir pour vous faire la main, on va dire, un petit peu. C'est ça, l'objectif c'était de se faire la main. Par contre, je ne gagnais pas beaucoup d'argent. Non, bien sûr. Vous le disiez, vous étiez un jeune PDG, donc voilà, un PDG pas très cher, on va dire. C'est ça, exactement. Et en fait, du coup, j'ai décidé de créer le premier investissement. C'était finalement, j'ai racheté une société aux Philippines qui s'appelait Zenith Air. J'ai créé PhilJet, qui était donc notre première plateforme aéronautique.
En revanche, ce n'était pas pareil que de vendre des hélicoptères parce que on voulait faire du transport aérien. Donc oui, en fait, c'est comme si… Justement, quelle était l'activité de Fieldjet? Parce que Fieldjet, c'est le fer de lance de votre groupe, Negotia. Oui, oui. Quelle est l'activité de Fieldjet exactement? C'est de la location, c'est de la maintenance, c'est de la vente, c'est un petit peu tout ça? Donc en fait, on est une société d'aviation d'affaires. Au début, je voulais créer un fonds d'investissement dans l'aéronautique, c'est-à-dire faire investir des clients et ensuite acheter plusieurs machines. On a pivoté assez rapidement parce que tous nos clients en fait, préfèrent avoir leur propre hélicoptère ou leur propre jet. Et donc, du coup, on est devenu société de gestion. Donc, on a deux sociétés dans le groupe. On a une société qui s'occupe de la maintenance, une société qui s'occupe des services, des pièces et des ventes de machines. Et on a une autre société qui s'occupe de la gestion, de la commercialisation, c'est-à-dire transport aérien. Et ensuite, on a également ce qu'on appelle un membership. Donc, les clients peuvent souscrire en tant que membres et peuvent utiliser des heures de vol. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est que, par exemple, je vais vous vendre une machine. Comme si on avait un avion en temps partagé, un petit peu, comme ça se fait beaucoup en Europe. C'est ça. Donc, par exemple, vous allez acheter votre hélicoptère ou votre jet, on vous le vend. Ensuite, une fois que vous l'avez acheté, on va s'occuper de tout pour vous. C'est-à-dire qu'on va vous fournir un pilote, technicien, un hangar, on va vous aider à négocier votre assurance et puis on va s'occuper de la maintenance, on va s'occuper de la documentation qui est très importante. Oui, des obligations légales aussi qui pour un particulier, même si c'est un particulier qui a les moyens et qui a des gens autour de lui pour gérer tout ce qui est administratif, c'est vrai que c'est quand même, tout ce qui est réglementation aérienne, c'est quand même très pointu. C'est ça, et puis en plus, si vous ne le faites pas bien, lorsque vous allez vouloir revendre votre machine, l'acheteur il va vous dire vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas rempli tel et tel document, vous n'avez pas suivi telle ou telle visite, donc le prix c'est plus 3 millions, c'est 1,5 million. Et là, vous allez lui dire, j'aurais aimé savoir. J'aurais pu contracter Fieldjet pour le faire, ça m'aurait économisé de l'argent. Donc, en fait, on s'occupe de tout ça pour nos clients. Et quand vous n'utilisez pas votre machine, que ce soit votre jet ou votre hélico, on va commercialiser des heures de vol auprès du public pour vous. C'est-à-dire et on va partager la marge avec vous. Je vais rentabiliser en fait l'achat de mon hélicoptère. C'est ça. Alors, est-ce que du coup, vous avez des clients qui rentabilisent complètement l'achat de leur hélicoptère grâce à la commercialisation que vous en faites par ailleurs? Est-ce que c'est un bon investissement du coup, un hélicoptère? Alors en fait, tout dépend comment comment vous voyez cet investissement. Donc que ce soit un hélicoptère ou un jet privé. Oui, parce que du coup, vous êtes passé… au jet également, c'est ça. Parce qu'on s'appelait Fieldjet, alors comme pendant 3 ans, 2 ans et demi, on n'avait pas de jet et tout le monde nous disait pourquoi vous appelez Fieldjet et vous n'avez pas de jet. Donc on a réussi à passer au jet en 2017 finalement. Les coûts ne sont pas les mêmes déjà. C'est pas les mêmes, c'est une organisation, une structure un petit peu différente, mais effectivement on est monté en puissance. Et aujourd'hui, on a 5 jets, on en rentre un 6e, on devrait en avoir un 7e avant la fin de l'année, et on a 10 hélicos. Donc, oui, effectivement, on est arrivé à un niveau un peu plus conséquent. D'accord. Alors, le profil type de votre clientèle, vous aviez parlé effectivement de ceux qui achetaient des hélicoptères quand vous étiez chez Airbus aux Philippines. Le profil type de votre client aujourd'hui, c'est plus des entreprises, c'est plus des chefs d'entreprise, mais à titre personnel? On a un petit peu de tout, parce que quand on a commencé, c'était plutôt… étant donné qu'on a plusieurs activités, on a finalement 6 activités différentes. Entre la vente ou le transport aérien, c'est un petit peu différent. Donc on a des touristes, on a des chefs d'entreprise, on a des sociétés, on a des politiciens, on a vraiment tout type d'horizon. On a aussi des investisseurs étrangers qui viennent. Aujourd'hui, on a de plus en plus de Chinois d'ailleurs qui arrivent aux Philippines, qui ont besoin d'aller regarder où est-ce qu'ils vont investir en termes de terrain, en termes d'usines par exemple. Voilà.
Oui, d'ailleurs, vous faites aujourd'hui aussi du conseil, parce que l'ironie, c'est qu'après être passé donc, par Airbus aux Philippines comme marchepied, on peut dire, pour votre carrière et pour fonder votre groupe, aujourd'hui, vous les conseillez? Alors, vous les avez conseillés? On les a conseillés. Alors, quand j'ai quitté le groupe, j'ai fait du consulting pour eux, notamment au Cambodge. Et puis finalement, on est devenu client. Donc aujourd'hui, on est devenu plus gros client d'Airbus Hélicoptères aux Philippines. Et donc, on est un des clients. On achète leurs machines. Ensuite, on opère les machines. Donc maintenant, on est neutre, c'est-à-dire qu'on travaille également avec Bombardier, les Canadiens. Vous faites jouer un peu la concurrence quand même. Voilà, on travaille aussi avec Textron, Cessna, Bell Hélicoptères et puis également les Italiens, Leonardo Hélicoptères. Donc on est neutre, on est indépendant. On le sait peu, c'est qu'il y a beaucoup d'une industrie aéronautique, et notamment dans les hélicoptères, assez importante en Italie, ce qu'on sait assez peu. On le sait plus en Asie apparemment, ou à l'étranger qu'en Europe d'ailleurs. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Non, les Italiens sont très forts aussi. Donc on est indépendant. Je pense que c'est ce qui fait notre force, parce que nous, notre force, c'est d'être proche de nos clients. On travaille pas pour les constructeurs, pour Airbus, Bell ou Dassault. Bien sûr, on est proche d'eux et on fait du commerce avec eux. En revanche, on est toujours du côté de nos clients, parce qu'on est avec nos clients. D'ailleurs, depuis qu'on a commencé, ça fait 6 ans, aucun de nos clients ne nous a quittés. Donc, c'est plutôt un bon taux de retour. Et c'est notre objectif, c'est de continuer à grossir avec des clients qui nous accompagnent. Enfin, plutôt, on accompagne nos clients, mais ils nous accompagnent également. Et c'est ce qui nous a réussi. Et donc, en parallèle de ça, en fait, la raison pour laquelle j'ai créé PhilJets, la raison première, c'était pour garder mon réseau aux Philippines, pour les faire investir au Cambodge. Donc, du coup, j'ai commencé à investir au Cambodge en 2014. C'est là où j'ai créé Negotia. Au début, ça s'appelait Agama. On a changé en Negotia ensuite. C'était un challenge pour vous de remettre un pied au Cambodge, vous qui n'y étiez pas né. Oui, c'est vrai. Un hommage à vos parents, peut-être un petit peu. Un hommage à mes parents, à mes grands-parents. Mes grands-parents sont partis en 2014 et bon, j'ai commencé effectivement à aller au Cambodge en tant que commerçant, je dirais, en 2013, et puis j'ai créé ma première structure en 2014. C'est vrai que ça m'a fait plaisir quand je leur ai dit, voilà, j'ai commencé une activité au Cambodge. Bon, malheureusement, ils n'ont pas pu voir un petit peu la progression, mais finalement, on est rentré dans l'agriculture, on est dans des plantations. Ensuite, j'ai investi dans une société de ressources humaines, ensuite une start-up tech dans l'immobilier, et puis finalement dans l'immobilier en achat de propriétés foncières. Et aujourd'hui, on est dans la distribution également. On a la marque Pandora, on est distributeur exclusif. On a également une marque de montres danoise. On est en train de parler avec d'autres marques européennes et américaines en ce moment pour les représenter au Cambodge. Oui, parce que PhilJets, pour que les téléspectateurs situent bien un petit peu maintenant la taille de votre groupe. C'est la partie aviation. Voilà, vous avez donc le PhilJets qui est le fer de lance de votre groupe, qui est donc sur le domaine de l'aviation, les hélicoptères, les jets, mais vous êtes maintenant… le groupe, lui, est très diversifié, et vous êtes aussi internationalisé, parce que vous êtes en Philippines, vous êtes au Cambodge, vous êtes aussi à Singapour. C'est ça, Je crois que vous avez des locaux ou un siège aussi à Londres. À Hong Kong. À Hong Kong, pardon, d'accord. Et alors, la question que je me pose, c'est pourquoi pas la France, puisque vous êtes né en France, vos parents sont là, c'est là que tout a démarré. Bien sûr. Est-ce que au fond d'un de vos cartons, ou même très au fond du carton, vous n'avez pas un petit projet d'implantation en France? Alors en fait, si, pour tout vous dire, je l'ai fait. Donc j'ai investi en tant que conseiller du commerce extérieur pour la France. Les ambassadeurs nous demandent de faire la promotion de la France, invest in France, comme dirait le président de la République. Et en fait, je me suis dit, avant de faire investir… la promotion, pourquoi pas montrer l'exemple? C'est ça, donc exactement. Et je l'ai fait en 2016. J'ai créé une société. Alors, dans quel domaine cette fois-ci? Alors, en fait, on voulait faire de la croissance externe. En fait, on voulait racheter une entreprise, une PME française
dont le fondateur va partir à la retraite, il n'y a pas de successeur, et ensuite développer cette activité-là à l'étranger. C'était vraiment notre objectif. On a regardé, c'est aller des pruneaux d'Agen au foie gras, l'eau de source. On a regardé des éventails un peu à l'étranger. Des éventails une maison d'éventails de luxe. On a regardé vraiment pas mal de choses. Ça ne s'est pas fait. Et comme on n'avait pas de personnes physiques finalement en France, on a dû fermer la société en 2018, l'année dernière, parce qu'on avait trop de charges, etc. Ouais, bien sûr. Et finalement, cette année, on revient à la charge. Alors vous avez cette fois avec je dirais une direction un peu plus claire. C'est vrai qu'on regardait un petit peu tout. Et maintenant, on cible plutôt le domaine cosmétique parce qu'on fait aujourd'hui de la distribution du retail au Cambodge. Et notre groupe, enfin mes partenaires ont une chaîne hôtelière. Donc ils ont des besoins en savon, crème, etc. Et donc on veut développer notre propre marque de cosmétiques. Oui, puisqu'il faut, ce qu'il faut savoir, c'est que le domaine des cosmétiques en ce moment en Asie, c'est le domaine, parce qu'il y a certains domaines qui sont en récession, parce qu'il y a eu effectivement une très grosse évolution, mais le domaine cosmétique, lui, a toujours le vent aux poupes. On le voit notamment, les chiffres de L'Oréal en Asie continuent d'exploser. Ou l'Occitane, par exemple. Ou l'Occitane aussi, oui, sur un marché un peu plus roots et bio. Oui. C'est ça. Et donc, effectivement, là, pour vous, c'est le moment de monter dans le train, quoi. C'est ça. Donc, nous, alors, c'est vrai que de faire ce pont entre le Cambodge et la France, c'est important. Et l'autre secteur que l'on regarde, c'est bien sûr l'aéronautique. On regarde des écoles, on regarde des sociétés qui seraient constructeurs de pièces, par exemple. Donc voilà, on a déjà un peu mieux cerné nos secteurs d'activité dans lesquels on veut se développer en France, où on a des débouchés à l'international, notamment en Asie. Après, au Cambodge aujourd'hui, il y a beaucoup d'investissements chinois, donc on travaille également avec beaucoup de groupes chinois. On vient d'investir en France dans une… Alors, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'on est aussi très impliqué dans le digital, donc les startups, notamment tech. On a investi dans une startup tech qui s'appelle ShopRunback, qui gère les retours de vos achats en ligne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez acheter sur Internet, le produit est défectueux ou c'est pas le bon, vous devez le renvoyer, mais c'est pas si facile que ça. Et donc ShopRunback s'occupe de ça pour vous. Et ils viennent de signer… Ce qu'il faut savoir, c'est que les retours dans le e-commerce, c'est ce qui altère le plus la marge des entreprises e-commerce. Voilà, vous connaissez un petit peu, donc exactement. Et donc, et alors je dirais la spécificité de ShopRunback, c'est qu'ils viennent de signer, donc ils viennent de s'implanter. Donc c'est une startup française qui vient de s'implanter au Cambodge pour développer leur hub régional, et ils viennent de signer avec Alibaba. Donc là, ça commence à s'accélérer. Oui, parce qu'Alibaba, on le rappelle pour les téléspectateurs, qui connaissent pour la plupart Alibaba et AliExpress, effectivement, c'est le Amazon chinois. C'est ça. Et même peut-être au-delà. C'est ça, ils sont très gros. Alors, quand on regarde, parce que vous parliez effectivement de votre implication dans le high-tech, mais je reviens quand même un petit peu à l'aviation, si vous me le permettez, parce que quand on regarde un petit peu l'évolution de PhilJets, donc les jets, les hélicoptères, et qu'on voit votre implication dans le high-tech et les nouvelles technologies, vous êtes aussi associé avec une société qui est dite GrabTaxi, c'est ça ? Est-ce que votre direction, c'est pas un peu de devenir un espèce de Uber de l'aéronautique ? Alors on a essayé, en fait GrabTaxi c'était, maintenant ça s'appelle juste Grab, et Grab en fait on a fait le Grab Heli en 2015, donc on a fait ce partenariat avec eux, on a essayé de le faire avec Uber. Moi je voulais Uber et puis mes équipes me disaient mais il y a Grab qui tape à la porte. Et Uber a été entre guillemets super lent. Et finalement, aujourd'hui, ils sont revenus sur le domaine Uber. Là, ils ont un projet. Finalement, voilà. Donc, on s'est fait stopper par l'aviation civile parce que l'aviation civile dépend du ministère des Transports. Et à ce moment-là, ils étaient
très pointilleux par rapport à Uber et à Grab. Et Grab, aujourd'hui, a levé 3-4 milliards de dollars et s'est fait racheter par Uber, en fait. Ah oui, donc. Parce qu'ils étaient numéro 1 en Asie. Donc Uber a racheté Grab et a laissé Grab partout en Asie du Sud-Est. Donc aujourd'hui, vous allez en Malaisie, vous allez à Singapour, vous allez aux Philippines. C'est pas dans les habitudes d'Uber pourtant de ne pas poser sa marque sur une société qu'il rachète. La marque Grab était plus forte. Bien installée. Voilà, c'est ça. Même au Cambodge, en Thaïlande, etc. C'est Grab. Et voilà, donc c'est vrai qu'en fait, vous avez raison, j'avais même oublié, mais c'est grâce à ça que je suis rentré dans la tech. Parce qu'en fait, ce partenariat avec Grab m'a fait rentrer un petit peu dans les applications, la tech. Et puis, l'ambassadeur de France aux Philippines m'a proposé de développer la French Tech. Donc du coup, on a lancé la French Tech en 2016. Et là, je suis rentré encore plus dans la tech. Et j'ai rencontré plein de jeunes, super dynamiques. Donc je me suis dit, mais je suis super vieux parce que ça va vite, c'est super… Alors que pourtant, je le soulignais, vous êtes quand même assez jeune. Assez jeune, mais finalement, il y a plus jeune que soi. Ben oui. Donc du coup, c'est comme ça que je suis rentré un petit peu dans la tech. On a fait des investissements, il y en a qui n'ont pas marché, il y en a qui ont bien marché. Aujourd'hui, on travaille d'ailleurs sur une application digitale, une plateforme pour mettre en relation les influenceurs avec les marques parce que on a… Peut-être un peu de lobbying électronique, quoi, du lobbying online. Ouais, alors effectivement, c'était pas loin de ça, mais on a pivoté. On est parti sur du digital PR pour essayer justement de pouvoir placer vos communiqués de presse dans différentes plateformes médias. Et puis finalement, on a switché, on a pivoté et là, on lance l'application dans 1 mois et demi. Donc d'abord Cambodge pour le proof of concept et ensuite on va déployer sur les Philippines et l'Indonésie qui sont les 2 pays les plus importants d'Asie du Sud-Est. Un petit peu comme la stratégie de Grab, c'est-à-dire qu'ils ont commencé en Malaisie puis ils se sont mis Philippines, Indonésie, là ça a explosé. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Donc la start-up est singapourienne. On commence d'abord sur le Cambodge et ensuite toute l'Asie du Sud-Est. Alors d'ailleurs c'est amusant parce que bon, vous êtes un peu un businessman globe-trotter, hein, puisque entre l'Europe, l'Asie du Sud-Est, la Chine. Mais on a l'impression que votre terrain de jeu favori maintenant aujourd'hui, votre labo un petit peu, votre laboratoire, c'est le Cambodge. C'est vrai. C'est un besoin de retour aux sources ou c'est parce que c'est un marché qui se développe beaucoup en ce moment et du coup c'est le marché peut-être idéal ou c'est un mix de tout ça? En fait, c'est les deux. Donc je dirais que c'est le Cambodge aujourd'hui continue sur une croissance à 6,5-7% depuis les 5 dernières années, tout comme les Philippines fort, en fait. Ça a été faible par rapport au reste de l'Asie à une époque, mais aujourd'hui c'est devenu assez important. Aujourd'hui, c'est les deux pays les plus, qui sont les plus performants en termes de croissance du PIB sont le Cambodge et les Philippines. Donc, qui sont au bon moment, au bon endroit. Effectivement. Donc, alors c'est vrai que nous, on a toujours essayé de vendre les 2 pays depuis des années. On était toujours en queue de peloton, c'était toujours la Thaïlande, le Vietnam ou la Malaisie qui prenaient le dessus. Et puis finalement, quand on a fait venir le président Hollande aux Philippines, ça a été aussi un gros déclic en se disant c'est possible d'y arriver. On est à l'image des Philippines qui est un marché très dur à pénétrer parce qu'au niveau culturel, commercial, c'est un marché qui est très disparate déjà au niveau culturel. Ça se ressent dans le tissu commercial des Philippines. Est-ce que c'est une fierté pour vous d'avoir justement réussi en partant des Philippines, qui est un marché qui est très compliqué pour des investisseurs étrangers? C'est vrai. Alors, je dirais que finalement, c'est comme tout, c'est compliqué quand on ne connaît pas. Donc, en fait, il faut faire son… Entre guillemets, il faut mettre les mains dans le moteur un peu. Oui. Ouais, il faut faire ses devoirs. Donc, il faut se préparer et encore une fois, avoir les objectifs, préparer le plan pour y arriver. Et puis, finalement, il se trouve que l'Asie du Sud-Est, aujourd'hui, le business en Asie du Sud-Est est je vais dire, tenu, c'est peut-être pas le bon terme, mais
mais j'en ai pas d'autres qui me viennent à l'esprit, par des Sino, enfin la diaspora chinoise. Donc aux Philippines, c'est les Sino-Philippins qui développent le commerce. Oui, parce qu'il y a les Chinois d'origine Teochew, mais il y a les Sino-Philippins aussi. Alors les Sino-Philippins, ils sont d'origine Hokkien, Fukien, oui. un petit peu comme à Singapour. Donc eux, c'est plutôt la région de Xiamen, mais ça reste un petit peu cette région du sud de la Chine, canton, le Guangzhou et Xiamen. Et donc en fait, on retrouve un petit peu cette. Moi, quand ils parlent dans leur dialecte, je comprends. C'est pas exactement la même tonalité, mais on se comprend. Et donc c'est sûr que… Comme entre les Teochew et les Cantonais, bon, qui ne sont pas très éloignés géographiquement, au niveau des dialectes aussi, il y a beaucoup de similitudes. Exactement. Donc, mais voilà, vous allez en Thaïlande, vous allez au Laos, vous allez en Malaisie, vous allez donc Singapour, Philippines, Cambodge. Il y a cette même particularité, similarité, et c'est vrai que du coup, on fait quand même beaucoup de business entre Sino, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais Sino, sud-est asiatique, on va dire. Voilà. Donc, est-ce que justement cette culture Teochew, puisqu'on comme on le sait, les Teochew sont des grands, allez, je vais faire un raccourci, des grands voyageurs de commerce, et les Teochew ont évidemment parcouru le monde, parce qu'on parle beaucoup d'Asie du Sud-Est, parce que c'est un peu votre terrain de jeu commercial, mais les Teochew sont partout, ils sont en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada, aux États-Unis, etc. Est-ce que cet ADN Teochew de business international, est-ce que ça fait partie des éléments fondateurs de votre carrière aujourd'hui Oui, alors je pense que inconsciemment, c'est vrai que moi, mes parents parlaient Teochew à la maison, donc forcément, mes grands-parents m'ont toujours refusé de parler une autre langue que le Teochew d'ailleurs. Français ou anglais ou quoi alors qu'ils savent parler toutes les langues, ils savent parler vietnamien, cantonais, cambodgien, etc. Mais c'était toujours le Teochew qui prévalait. Et c'est vrai que… Je fais juste un aparté, je vous laisse terminer votre réponse avant, mais donc les Teochew parlent toujours beaucoup de langues, effectivement, parce qu'une diaspora qui voyage beaucoup, mais en plus vous avez fait un doc de serbo-croate, vous disiez tout à l'heure. Oui, mais alors j'y suis jamais allé. D'accord, ok, oui, c'était juste pour vous inscrire. Mais vous parlez combien de langues au total ? Combien? Je parlais donc français, anglais, espagnol, Teochew, et après moins bien, moins bien le mandarin et moins bien le khmer. Mais bon, le khmer, je suis en train de le développer depuis que je suis au Cambodge. Mes enfants parlent déjà khmer. Ma femme le parle plutôt bien. Donc oui, c'est une langue qu'on va continuer à développer. Le chinois, c'est vrai qu'il faut le pratiquer. Le mandarin, pardon, il faut le pratiquer. Et c'est vrai que depuis Shanghai, j'ai eu moins l'occasion aux Philippines de le pratiquer. C'est sûr. Donc j'ai quand même pas mal perdu. En revanche, c'est vrai que quand on va à Hong Kong ou en Chine, ça revient. Donc voilà les langues que je parle. Alors le président Xi Jinping est venu récemment en France. Mandarin TV était là pour couvrir l'événement à l'Élysée, etc. Et bon, il y a eu une journée plus spécifique aux relations franco-chinoises quand Emmanuel Macron a reçu Xi Jinping. Et puis le lendemain, il y avait Angela Merkel, il y avait le président de l'Union européenne également. Alors, vous, comment vous voyez, vous qui êtes à l'international, comment vous voyez le marché aujourd'hui? Est-ce qu'il vaut mieux commercer avec l'UE, avec la France? Parce qu'on voit l'Italie notamment qui fait beaucoup d'appels de pied à la Chine, avec ses fameuses nouvelles routes de la soie. Un petit peu hors contexte Union européenne, la France qui est plus dans le contexte européiste. En plus, le fait que la République en marche ait fait un score qu'on n'attendait pas aux élections européennes, ça conforte peut-être Emmanuel Macron justement dans son idée de faire passer le commerce franco-chinois dans un cadre européen. Vous voyez ça comment, avec votre œil un peu plus international? Alors, c'est vrai que je pense que je le vois différemment de mes autres collègues qui sont français à l'étranger, puisque effectivement, on a peut-être un peu plus de sensibilité déjà pour la Chine, parce que c'est vrai qu'on se sent
J'avais une question il y a quelques temps. Est-ce qu'on se sent plus chinois, plus cambodgien, plus français? Et en fait, en vrai, je sens 100% les trois, quoi. Donc, et c'est vrai que la façon dont on voit comment la Chine travaille, moi je l'ai vu aux Philippines, au Cambodge. Aujourd'hui, il y avait le forum ASEAN des conseillers du commerce extérieur au Cambodge, d'ailleurs cette semaine. Et le thème, c'était justement Belt and Road Initiative, donc la nouvelle route de la soie dont vous parlez. Je dirais que c'est inévitable de travailler avec la Chine, parce que si on veut ne pas travailler avec la Chine, on peut, mais c'est dommage de ne pas prendre les marchés. Oui. Voilà, c'est dommage. Après, je dirais que un petit peu comme ce que j'ai adopté, ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, autant avant, j'avais une vision à 2 ans, 3 ans, 5 ans, et puis au fur et à mesure que je faisais, que j'ai fait du business, j'ai allongé cette vision. Et donc aujourd'hui, j'ai une vision à 20 ans, une vision à 30 ans, parce que déjà, j'ai mes enfants qui ont 2 ans et demi et 2 ans et 3 ans et demi. Et puis, alors, est-ce qu'ils jouent avec des petites voitures ou avec des avions à la maison, les enfants? Ils jouent avec tout. Avec tout, oui. Ils jouent avec tout. Ils jouent avec les iPads, etc. aussi. Oui. Et finalement, en fait, je dirais que ça reflète aussi la mentalité, cette mentalité, je dirais, chinoise, qui est beaucoup plus long terme. Oui. Aujourd'hui… alors justement, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on voit que dans votre gouvernance d'entreprise, vous êtes très effectivement sur votre ADN chinois, c'est-à-dire une gouvernance à long terme. Et puis dans les faits, on voit que vous êtes capable de prendre des décisions à très court terme, une réactivité. Et là, on ressent plus effectivement votre ADN plus français. Est-ce que c'est peut-être le bon mix justement pour avoir une vision du marché à 360 degrés et réussir à développer une entreprise dans des contextes économiques pas toujours florissants? Je pense que tout le monde a ses qualités. Moi, je fais partie peut-être d'une nouvelle génération, mais c'est vrai que les THU, pour rendre un peu hommage à mes racines, mais surtout l'éducation, les THU de la génération d'avant, dont Mandarin TV fait partie par exemple, ont bien réussi dans des contextes très difficiles pour eux, et malgré tout ils ont quand même tous super bien réussi en France. Beaucoup ne savaient pas parler français et ils ont quand même très bien réussi. Ils sont tous patrons de grosses entreprises, plus gros que mes activités finalement, enfin pour l'instant. Pour l'instant, oui. On voit toujours. Parce qu'on a une vision très long terme, donc on espère. Ce sont des exemples qu'on veut suivre. Et c'est vrai que c'était des exemples pour moi. Voilà, les réussites des Français THU, Sino Khmer, qui ont très bien réussi, c'était des exemples. Et eux ont très bien compris comment le business marchait, pour répondre un petit peu à votre question. Moi, c'est vrai que là où on est, on voit que on parle des manœuvres, ou en tout cas chinoises, etc. Quand on est de l'autre côté, si on est du côté plutôt chinois, on va dire c'est simplement la stratégie de développement à long terme pour le pays. Et ça prendra le temps que ça prendra, mais ils vont y arriver. Mais si on réfléchit sur du très court terme, comme ce que fait les quelques erreurs que font un petit peu les grands groupes français, je prends l'exemple du Cambodge. Oui, enfin, le Cambodge, les grands groupes français, on a l'impression que souvent ils réagissent. Court-termistes. Oui, ils sont très court-termistes, justement parce qu'ils réagissent à des événements qu'ils n'avaient pas vu venir. Aussi, et puis après, je dirais que c'est aussi parce qu'ils ne veulent pas voir sur ce très long terme, parce que vous parliez de gouvernance tout à l'heure, que ce soit politique ou que ce soit commercial, souvent ils n'ont pas le temps, puisqu'ils ont 4 ans, un chef d'entreprise aujourd'hui à 3-4 ans avant d'être remplacé, donc pareil pour un politique d'ailleurs, donc du coup c'est plus difficile d'avoir une vision très long terme, ce que n'a pas la Chine. Selon vous, les mandats des PDG ou des hommes politiques devraient être plus longs pour permettre de… Je dirais peut-être pas ça, mais… c'est pas une question piège, hein, oui. Je vous demande juste votre avis là-dessus. Bien sûr. Je pense que moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est un petit peu…
les groupes un peu familiaux comme les groupes français familiaux, finalement réussissent très bien. Bon, je ne vais pas faire de pub ici, mais vous avez des groupes du Nord, je sais pas, bon, pour donner des noms, je veux dire la famille Mulliez par exemple, oui. On n'en entend pas beaucoup parler, mais ils ont une vision… On entend beaucoup parler de leurs enseignes, mais pas forcément de la famille du moins. Voilà, de la famille, et eux, c'est un petit peu comme la Chine, ils ont une vision très long-termiste, avec une gouvernance, la famille, et tout le monde adhère, et du coup… on n'entend pas les clashs comme il peut y avoir chez Airbus où les gens se font virer, etc. etc. Les charrettes perpétuelles. Oui. Voilà, les réorganisations, etc. Ou dans les groupes automobiles, parce qu'on ne sait plus qui sont les actionnaires finalement. Alors que dans les groupes familiaux, bon, il y a des grands groupes français, les Arnault, les Pinot, etc. Ça avance et ils sont numéro 1, 2, 3 mondiaux alors, quand même. Parce que… Justement, est-ce que c'est pas un peu héroïque aujourd'hui d'être à la tête d'un groupe familial en France avec les frais de succession qui sont pratiqués en France, qui sont parmi les plus importants de la planète Est-ce que c'est pas un petit peu des héros des temps modernes? Si, moi je veux dire, des gens comme Xavier Niel par exemple, qui continue à investir en France, qui a investi dans Station F, qui veut développer les start-upers français, etc. Je trouve que c'est super. Et finalement, on a beau taper sur les patrons, etc. en France, mais on a besoin, enfin, comme dirait le président de la République, on a quand même besoin de ces patrons pour qu'ils développent les emplois, etc. Donc ça, après, c'est peut-être parce que moi, je suis passé de l'autre côté et je vois le côté, moi, ce que je vois, c'est que je dois payer déjà les salaires. C'est la première chose qu'on paye en premier, enfin, ce qu'on paye toujours en premier, ce sont les salaires. Le salaire et les charges, oui. Voilà, moi, pendant 3-4 ans, je ne me suis pas payé, enfin, pendant 3 ans, je ne me suis pas payé de salaire. J'ai vécu sur mes réserves, enfin pas mes réserves, mais j'ai vécu sur très très peu. Et puis petit à petit, voilà, on y arrive. Mais au début, c'était pas facile. On a dû tout payer, etc. On ne fait pas de profit. On se serre la ceinture. Et comme on dit, vous n'êtes pas né avec une petite cuillère en voilà, argent dans la bouche. Exactement. Donc, alors, et la je voulais parce qu'on arrive bientôt au terme de l'émission. Je voulais parce que vous avez cité Xavier Niel et ça m'intéresse parce que vous citez Xavier Niel, donc qui est effectivement le PDG d'Iliad, qui est la maison mère de Free, qui est aujourd'hui un très gros acteur donc dans les NTIC, pour parler au sens large. Le Cambodge, c'est votre terrain de jeu. Il y a un gros besoin au Cambodge et en Asie du Sud-Est en général d'infrastructures Internet. Est-ce que ça pourrait être une de vos prochaines activités, le développement d'infrastructures Internet, de services Internet? Pourquoi pas devenir un provider local? Ça pourrait être aussi votre… On peut, si on a les bons partenaires. En fait, c'est comme aujourd'hui, on essaie d'avancer avec des partenaires forts qui sont prêts à investir sur le futur. Donc, on avait pensé à Free pour les Philippines. Il y a France Télécom qui est venu au Cambodge, ça n'a pas marché. Mais ça n'a pas marché justement, je pense, parce que c'était une vision, encore une fois, un peu court-termiste. Puis un peu trop franco-française. Voilà, donc c'est vrai qu'un groupe comme Free pourrait être très intéressant pour le Cambodge. Donc nous, on est ouvert. Si M. Niel nous entend, bien sûr qu'on serait prêt à discuter et à essayer de les positionner sur le marché du Sud-Est asiatique. En revanche, nous, ce qui est sûr, c'est qu'on s'est positionné dans le digital parce qu'on pense que on est certain que c'est un des métiers, une activité d'avenir. Et donc, on est plutôt dans tout ce qui est data, audience. C'est la nouvelle start-up qu'on est en train de lancer qui s'appelle Findy. D'accord, encore une. Voilà. Bon. Donc, serial entrepreneur, Thierry Théa. On arrive au terme de cette émission, mais comme l'histoire n'est pas encore finie apparemment et qu'il y a encore des pages qui s'écrivent, on vous recevra à nouveau avec plaisir quand vous repasserez par Paris pour parler, pourquoi pas, de votre implantation en France, puisque paradoxalement, vous ne commencez que maintenant à vous implanter en France. On cherche toujours. Peut-être de vos projets NTIC au Cambodge et de tous les autres projets que vous aurez eus et développés d'ici là. Merci beaucoup Thierry d'avoir été avec nous. Et puis nous, on se retrouve pour un nouveau numéro de Portrait Chinois très rapidement. Restez avec nous pour la suite des programmes sur Mandarin TV. Merci.